Merci Bernard pour cette belle introduction. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Vincent Vanache, j'ai 32 ans, je suis le gardien de l'équipe nationale belge de hockey. Alors cette équipe nationale belge de hockey, comme mon titre l'indique, elle était bonne, mais aujourd'hui c'est l'une des meilleures équipes du monde, voire la meilleure équipe du monde. Donc juste pour vous remettre dans le contexte, l'équipe nationale belge de hockey a été championne du monde en 2018 et c'est la première équipe à remporter une médaille d'or dans un championnat du monde pour la Belgique. Donc c'est l'équipe qui a écrit l'histoire de ce point de vue-là pour la Belgique. Alors, Vincent Vanèche, je suis également kinésithérapeute et fier forcément d'être papa depuis le 29 juin 2018. Petite anecdote par rapport à ça, c'est que j'ai dû quitter un tournoi de l'équipe nationale parce que je devais assister à la naissance de mon fils. Alors, comment tout a commencé en gros? Je viens d'une famille de 5 enfants et mon papa jouait au hockey. Je suis le quatrième dans la fratrie. Mes frères jouaient au hockey, ma grande sœur jouait au hockey. Et à l'époque, c'était comme ça. On se transmettait le virus du hockey de génération en génération. Et donc, j'ai commencé dans ce petit club familial où tout le monde mettait la main à la pâte et je ne savais pas très bien par où commencer parce que j'adorais être gardien, mais j'adorais aussi être centre avant. Forcément, quand je jouais centre avant, je connaissais les points faibles un petit peu des gardiens et donc ça me bottait, mais tout l'attirail du gardien, c'est quelque chose qui me fascinait. Chaque jour, j'allais voir l'équipement, tiens, le casque, les gants, les sabots, les guêtres, je trouvais ça génial. En gros, j'étais un peu comme une sorte de super-héros. C'était mon super-héros à moi. Je pouvais me déguiser toute la journée en équipement de gardien, donc je trouvais ça génial. Et je pense que c'était ma vocation. Après, ce club, c'était un petit club familial à Evere, à Bruxelles, et il m'a transmis cette passion, en fait. C'est vraiment de prendre du plaisir surtout. Et ce qui était génial, c'est que j'ai pu toujours faire les deux. J'ai pu jouer dans le goal et dans le jeu. Donc je faisais une mi-temps dans le goal, puis l'autre équipe me voyait enlever mon équipement et mettre mon équipement de joueur. Et à partir de ce moment-là, ils rigolaient un petit peu. Mais après, quand je mettais 2 goals ou 3 goals parfois sur une mi-temps, et ils trouvaient ça spécial quand même. Et donc, c'était à moi de rire à ce moment-là. Et donc, j'ai opté pour être gardien. Je fais toujours les deux, gardien et joueur jusqu'à 18 ans. À 18 ans, j'ai quitté le club du Waista pour jouer au Pingouin à Nivelles. Et alors, j'ai décidé d'être simplement gardien. Ma première expérience avec l'équipe nationale, c'était en moins de 18 ans. Ici, on peut le voir, c'était une photo, mais j'étais simplement deuxième gardien. J'ai jamais été dans toutes les équipes provinciales, districts, équipes moins de 14 ans, moins de 16 ans. J'étais jamais convié. Je faisais toutes les sélections possibles, mais à chaque fois, je recevais la lettre: ah, désolé, vous n'êtes pas sélectionné, peut-être la prochaine fois. Je pense que j'ai dû en recevoir 6, 7, 8 des lettres comme ça, mais chaque fois, je retournais aux sélections pour espérer tenter ma chance jusque à 18 ans, où là, j'ai eu la chance d'être dans cette équipe qui a remporté une médaille d'argent à la Coupe d'Europe en Pologne. Malheureusement, j'étais deuxième gardien. Après ça, en moins de 21 ans, un peu le même scénario. J'étais parfois sur le terrain, mais souvent en dehors du terrain. J'étais également troisième gardien de l'équipe nationale belge de hockey, donc les Red Lions aujourd'hui. À cette époque-là, on ne s'appelait pas encore les Red Lions, mais j'étais quand même fier parce que cette photo-là, elle date de janvier 2008, donc on était vraiment en préparation pour les Jeux de Pékin, et c'était ma première sélection avec l'équipe nationale. Forcément, j'étais très très fier de faire partie de cette équipe. Ce qui est génial, c'est que c'était en janvier 2008 et aujourd'hui, de cette photo, il y a encore 4 gars qui sont toujours dans l'équipe actuelle. Mais il faut savoir que de 2007 à 2010, j'ai toujours été deuxième gardien. On dit que le poste de gardien, c'est un poste super ingrat. Mais quand on est deuxième gardien, je vous assure, c'est encore plus ingrat. Pourquoi? Parce qu'on fait les mêmes sacrifices que tout le monde. On fait tous les entraînements, on joue jamais sur le terrain. Et quand on est un petit jeune comme moi, on a le droit de faire l'échauffement avant le match au cas où le gardien titulaire se blesse. Mais on n'a pas le droit de monter sur le terrain pour chanter l'hymne national. On a le droit
d'enlever son équipement, de prendre l'iPad qui se trouve sur le banc et d'aller trouver une bonne place dans la tribune pour voir le match. Je dis voir le match parce que, comme je disais, je prends un iPad et je dois faire du coding à ce moment-là. Le coding, c'est quoi? C'est juste, j'ai le nom de chaque joueur sur mon petit écran et chaque fois qu'il touche la balle, je dois cliquer sur son nom. Et donc, je passe mon temps à regarder le match, à regarder l'écran, à regarder le match, à regarder l'écran et espérer pas me tromper quand je fais le coding. Et on voit rien du match. Honnêtement, on ne sait pas se faire un sentiment du match, donc on se sent un peu en dehors de l'équipe. C'est assez spécial comme moment pendant le match. Mais surtout, ce qui est bizarre, c'est que ce coding permet aux joueurs de regarder leur clip individuel. Donc, leur clip individuel, c'est un clip de 5 secondes pour voir leur touche de balle. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait de la balle qu'ils ont reçue ou bien comment ils l'ont contrôlée dans le but de s'améliorer. Et donc, une fois que c'était fait, on rentre à l'hôtel, certains gars regardent leur clip et parfois on reçoit ce genre de commentaires. Ah tiens, t'as oublié cette touche de balle là ou cette touche de balle là. Et souvent, ça vient de joueurs qui n'ont jamais fait le coding ou qui n'ont jamais été dans la tribune de leur vie, qui ont toujours été sélectionnés. Et ça touche quand même. C'est spécial. Il faut se rappeler que je suis deuxième gardien aussi. C'est pas facile. Aux entraînements, je voyais bien parfois, quand on faisait des petits matchs, j'étais le dernier qui était pris dans cette équipe-là. Je voyais bien certains joueurs expérimentés avec un langage corporel pas possible qui faisait « Ah non, pas lui, parce qu'on va encaisser des bêtes goals. » Et c'est dur à encaisser quand on a 18, 20 ans. C'est vraiment, faut avoir les nerfs accrochés, mais tant pis, c'était comme ça. Et c'est clair, j'allais faire parfois une bourde et laisser la balle passer, mais ça m'a forgé ce genre de comportement que j'ai vu. J'ai appris beaucoup de ça. J'ai jamais rien dit parce que je suis plutôt quelqu'un qui observe les choses, mais aujourd'hui, moi en tant que personne, que joueur expérimenté avec les Red Lions, quand il y a un jeune Red Lions qui arrive dans l'équipe, j'essaye qu'il soit dans un cocon où il peut performer à son plus haut niveau. Il est là en toute confiance. Si jamais il perd la balle, c'est au joueur expérimenté à récupérer son erreur. Okay? Lui, il peut tout se permettre. Après, s'il fait 4, 5, 6 fois la même erreur, on va quand même lui dire que c'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, en 2010, ça a été une année assez compliquée pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai été rétrogradé. Le coach de l'équipe nationale de hockey m'a rétrogradé dans le Development Squad. Donc, j'étais plus deuxième gardien. Tous ces sacrifices que j'avais faits, je les ai faits, c'est clair, mais j'ai jamais eu ma chance de me prouver pour devenir numéro 1. Et du jour au lendemain, après un été en 2010 où on a joué que des matchs amicaux, il m'a dit « Ouais, je trouve que tu dois retourner en Development Squad. » Et là, j'ai eu très, très dur avec ça. Ça me touche encore émotionnellement aujourd'hui, mais c'est ce qui a fait ma force, je pense, quelque part, parce que j'ai dû me relever de cette étape. Mais c'est pas facile quand on a 20 ans de pouvoir se relever de ce genre de choses. Et donc, j'ai décidé de me retirer, de vraiment, OK, tiens, c'est étrange. J'ai pas envie de revenir dans ce development squad. J'y ai déjà été. Je travaillais dur pour arriver deuxième gardien. J'ai jamais su accrocher la place de numéro 1. Mais là, c'est trop me demander. Donc, je dois un peu me retirer. Ça a été temporaire. Mais pourquoi? Parce que je pensais qu'en 2010, là, il y avait tout mon monde qui s'écroulait un petit peu. Parce que j'ai été rétrogradé dans l'équipe nationale. En club, je venais de changer de club. Donc, de Nivelles, j'étais parti à Leuven. Ça se passait pas du tout bien. Je jouais pas non plus. J'étais un peu tiraillé entre deux. À l'école, à l'université, forcément, je m'entraînais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je loupais mes cours, je loupais mes examens. J'étais toujours en deuxième cesse. Tout ça pour devenir un meilleur gardien. Mais en soi, ça allait pas non plus. Et familialement, c'était assez compliqué en 2010 parce que j'avais perdu ma belle-mère. Et donc, je devais quand même aussi, là, il y avait quelque chose qui me manquait. Et donc, j'ai dû fort travailler là-dessus. Et je me suis demandé à un moment, tiens, est-ce que c'est mon destin? Est-ce que, tiens, le petit garçon que vous avez vu au début de la présentation, qui rêvait, entre autres, de l'équipe nationale à ce moment-là, alors que l'équipe nationale, c'était rien du tout, est-ce que de jouer un jour pour l'équipe nationale avec le drapeau belge, est-ce que c'était vraiment ça que je voulais faire? Ou bien est-ce que je voulais devenir un grand kinésithérapeute et jouer dans la Ligue belge au plus haut niveau? Et à un moment, je me suis dit, maintenant, je dois choisir.
Et ma femme, ce qui était ma copine à l'époque, elle m'a suggéré d'aller voir un psychologue du sport. C'est assez spécial d'aller chez un psychologue. Je me suis assis sur un beau canapé, j'ai expliqué pendant 1 heure et demie, tiens, ce que je ressentais et pourquoi je me sentais pas très bien. Et il m'a écouté, il m'a posé 2 ou 3 questions. Et puis à la fin, il m'a dit, voilà, ça va prendre 20 séances. La séance, c'est 100 euros en cash. Et, euh, et donc voilà, on se revoit la semaine prochaine. Et bon, moi, j'étais étudiant, 20 séances à 100 euros, c'était quand même un budget. Je gagnais pas grand-chose avec le hockey. Et honnêtement, aller voir un psychologue, c'est quelque chose que moi j'ai trouvé difficile, mais je trouvais agréable aussi. Mais d'un autre côté, il faut vraiment, c'est très personnel, il faut avoir le feeling avec la personne qui est en face de vous. Et moi, je le ressentais pas du tout, ce feeling-là. Je me souviens quand j'ai claqué la porte, je me suis dit, tiens, j'ai un problème avec moi-même, mais c'est pas quelqu'un d'autre qui va le solutionner pour moi. Ok. La seule personne qui va le solutionner, ce sera moi. Et je me jure à moi-même de plus jamais revenir dans cette salle. Et donc là, j'ai eu un petit déclic. Et j'ai été voir un autre psychologue qui compte pour moi, c'était ma copine à l'époque. Et j'en parle parce qu'elle a quand même été d'un grand support pour moi parce qu'elle m'a dit, OK, moi, ce que j'ai besoin de toi, c'est qu'on a perdu un être cher dans notre famille. J'ai besoin de toi, que tu sois là à 100% pour moi, à 100% pour nous aider, avec ton sourire, avec ta motivation, ton énergie positive. Et, euh, et donc, je veux que tu sois à mes côtés, mais avec tout ton être, quoi. La deuxième chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, tu sais, n'écoute pas les autres, OK? Ce que tu vas accomplir dans ta vie, ce sera que grâce à toi. C'est la seule chose que je crois en toi, je suis là pour te supporter. Donc, vas-y, fonce, mais n'écoute pas les autres. Ok, il y en a qui veulent te mettre au tapis. On l'a vécu. Il y a des coachs qui ne te font pas confiance. N'y pense plus maintenant. Joue ton jeu et on verra bien où ça te mène. Mais sois sûr d'une chose, que je suis là pour toi, que tu as une famille qui est là pour toi aussi. Donc, je me sentais quand même assez rassuré d'un autre côté. Et la dernière chose qu'elle m'a demandé, c'est tu choisis à 100%. Soit tu choisis tes études à 100% avec le hockey en club, soit tu travailles dur dans tes études à l'université et tu essayes de revenir dans l'équipe nationale. Et ça m'a été quand même d'une grande aide. Euh, Parce qu'alors j'ai dû faire un choix de vie en soi, et j'ai choisi la vie de travailler vraiment dur pour d'abord réussir mes études. Ok, j'avais plus l'équipe nationale, donc j'avais un peu plus de temps à consacrer à mes études et je réussissais. Donc honnêtement, c'était gratifiant pour moi parce que tout le travail que je mettais à étudier, tout le temps que je mettais à étudier, j'étais récompensé parce que j'arrivais à passer des examens en première cesse et non pas en deuxième cesse parce que j'avais un tournoi à gauche, à droite et que tout était en deuxième session. Et donc ça, c'était quand même un bon choix de vie pour moi. C'est ce qui m'a parlé en tout cas. Et sans rien dire, c'est là que j'arrive à atteindre quelque chose, quoi. En travaillant dur, je pense que c'est ça qui m'a amené quelque part. Je suis sorti aussi de ma zone de confort un petit peu en travaillant dur, en changeant de club aussi en 2012. Et j'ai rejoint le Waterloo Ducks à Waterloo. Et à partir de là, les choses ont commencé un petit peu à changer. Mais je voulais surtout prouver aux gens qui m'avaient fait du mal, qui avaient essayé de me mettre au tapis, que c'était pas juste une position où j'arrêtais les balles et voilà, c'était that's it. Non, c'était vraiment une position, mais c'est surtout une passion d'être gardien. Comme je disais, c'est un rôle super ingrat, mais pour rien au monde, je changerais de position parce que c'est ma position. Je suis fier d'être gardien et j'ai un rôle tellement important dans une équipe que je travaillerai encore plus dur pour garder cette place. Et donc, en 2012, comme j'avais dit, j'avais arrêté l'équipe nationale. J'espérais revenir dans l'équipe nationale. J'avais envoyé un mail au coach de l'équipe nationale, qui était un Australien à ce moment-là, Colin Batch, et qui m'a dit, voilà, j'ai 4 gardiens, j'ai pas besoin de toi. Mais il m'a renvoyé un mail en février 2012. Février 2012, pour vous mettre dans le contexte, c'est 5 mois, 6 mois avant les Jeux Olympiques de Londres 2012. Et il m'a dit, tu es invité dans un stage à Valence avec l'équipe nationale. Tu ne fais pas partie du groupe, mais vu tes performances en club, j'aimerais que tu sois là. Et à partir de ce jour-là, chaque chance qu'il m'a donnée, chaque chance que j'ai pu mettre le maillot sur moi, j'ai essayé de l'honorer à 200%.
j'ai essayé de donner tout ce que j'avais. Honnêtement, j'en ai encore un peu des frissons aujourd'hui parce que en tant qu'athlète, on ne sait jamais quand ça va être fini. Une blessure, c'est si vite arrivé que voilà, notre carrière, du jour au lendemain, elle peut s'arrêter. Mais à cette époque-là, du jour au lendemain aussi, bah, le coach pouvait ne plus avoir confiance en moi. Il m'avait donné ma chance. Si je jouais mal, bah, c'était fini. Et chaque chance qu'il m'a donnée, je l'ai prise à 200%. Et depuis, j'ai plus jamais quitté la place de numéro 1 chez les Red Lions. Et aujourd'hui, j'ai 235 caps dans l'équipe nationale. Donc, ça a été un bon choix de faire ce choix-là, le choix du travail, de travailler dur. C'est clair, j'étais talentueux, je le savais, mais il n'y a rien à faire, il faut travailler dur. Et comme on dit à Bruxelles, c'est pas pour être un dickeneck que j'ai mis mon palmarès ici, mais c'est que depuis 2012, en 2012, à partir de 2012, j'ai été 3 fois champion de Belgique, 2 fois champion de Hollande, 2 fois champion HL, vice-champion olympique, champion du monde, champion d'Europe et 3 fois meilleur gardien du monde. Et ça s'additionne. Un jour, on m'a dit, tiens, tu peux écrire ton palmarès. Et puis, je voyais que les lignes commençaient à s'accumuler. Et bon, j'espère que la liste n'est pas finie, en tout cas. Mais tout ça, je le dois pas que grâce à moi, forcément. Je suis entouré par une équipe, aussi bien en club qu'en équipe nationale. Je suis entouré d'une fabuleuse équipe sans qui jamais j'aurais pu décrocher autant de titres, surtout les titres individuels. Je trouve ça assez spécial de recevoir un titre individuel alors qu'on fait un sport collectif. Mais aujourd'hui, ça fait partie du package Belgium, parce que je ne suis pas le seul meilleur gardien du monde, mais on a le meilleur joueur du monde, on a le meilleur coach du monde, on a le meilleur espoir du monde. Donc c'est quand même fabuleux quand on voit, je disais Pékin 2008, on était juste content de faire un tour d'honneur à la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, on se bat pour gagner des médailles. Et sans cette équipe-là, je serais rien, ça c'est clair. Donc je pense que pour moi, le hockey, ça a été vraiment un apprentissage de vie. Dans tout ce que je fais aujourd'hui, j'essaye de voir ce que le hockey m'a apporté. J'adore de dire que je suis focus, plan, discipline instructor. Pourquoi je dis ça? Parce que dans tout ce que je fais, je pense qu'il faut de la discipline pour arriver là où on veut. Il faut être concentré sur ce qu'on fait, la tâche qu'on a envie d'accomplir. Et il faut être organisé. Après ça, j'ai envie d'agir aussi comme un exemple. Un exemple en tant que gardien pour les jeunes, pour les moins jeunes aussi. Et cet exemple, j'ai envie que les gens, quand ils me voient sur le terrain, tiens, ils s'accrochent aux valeurs que je représente, mais aussi quand je suis en dehors du terrain. Aujourd'hui, je m'investis beaucoup dans des œuvres caritatives, ou par exemple, je suis parrain de Make-A-Wish ou de Scola ULB. C'est des associations qui viennent en aide à Scola ULB, par exemple, qui vient en aide à des jeunes qui ont un problème à l'école, des difficultés d'apprentissage, et pour qui on a des tuteurs chez qui ils peuvent aller faire des remédiations, et c'est gratuit, c'est offert à tout le monde. Ensuite, forcément, j'ai des rêves, et je pense que tout rêve, il est fait pour réaliser, et mes rêves, ils évoluent tout le temps. Ils évoluent au fur et à mesure de ma carrière. Après, je fais beaucoup de sacrifices pour le hockey. Ma famille fait beaucoup de sacrifices aussi. Honnêtement, on part 2 semaines en vacances par an. Je prends toujours mes running avec parce que j'ai besoin de m'entraîner. C'est une drogue un petit peu pour moi aussi. Ma femme est un peu réticente quand elle voit mes running dans la valise, mais elle sait que ça me fait du bien et que c'est pour un mieux après, pour devenir vraiment un meilleur athlète. Et donc, j'ai vraiment le fait que les gens me mettent au tapis si souvent quand j'étais jeune, ça m'a donné une force en plus, vraiment une force intérieure en moi pour rebondir à chaque fois. Forcément, j'encaisse des goals parfois sur le terrain, vous m'avez peut-être déjà vu jouer, ça arrive en tant que gardien, heureusement que ça arrive, sinon on serait vraiment des machines, mais il faut toujours rebondir. Et donc, rien de tout ça serait arrivé sans les Red Lions. Je vous remets dans le contexte. Ici, on repart de 2012. En 2012, les Red Lions, ils essayaient vraiment de recoller avec le top mondial, avec des top nations comme l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, l'Inde. Et on avait un style un peu hybride. Pourquoi je dis hybride? Parce qu'on a été influencé par des coachs, des Sud-Africains, des Australiens, des Hollandais. Et
ces coachs, ils ont aussi chacun leur personnalité, forcément. Donc, on avait un peu un style spécial, mais un style à nous, Belges, qui venait un peu de gauche à droite. On s'est qualifié 2 fois pour les JO. On a été 2 fois aux Jeux. En 2012, à Londres, on était 13e mondial. On a terminé 5e. C'était une grosse performance. On avait du talent. On avait faim d'apprendre, faim de victoire. On en voulait encore plus. Forcément, c'était pas un grand résultat et donc on n'avait pas encore écrit l'histoire. Donc, en 2013, en Belgique, a été organisée la première Coupe d'Europe pour notre pays et on a terminé 2e. On avait une médaille d'argent. On pensait qu'on était une génération en or. En tout cas, c'est ce que la fédération avait essayé de mettre en place depuis quelques années dans leur programme Big Gold et vraiment leur programme de développement jeune. Et on pensait vraiment qu'on avait une génération en or avec des ambitions qui étaient élevées et on n'avait pas peur de travailler dur et de pousser pour atteindre ce Graal, cette médaille d'or, de voir un peu ce que ça fait d'avoir une médaille d'or. Malheureusement, en 2014 et en 2015, on termine 5e à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Europe. Et en vérité, qu'est-ce qui ressortait de ça? C'était que on jouait sur le terrain, mais chacun jouait un peu pour soi. On faisait passer les égos avant l'esprit d'équipe. On basait tout sur quelques individualités, mais pas sur le collectif, sur la performance collective. On avait des superstars, tout le monde nous connaissait dans le monde entier, mais on n'avait toujours pas de résultats, on n'avait toujours pas cette médaille d'or, on n'avait toujours pas créé l'histoire et on n'avait surtout pas de leader sur le terrain. Donc, en 2015, on est en août 2015 et là, on a quand même un doute, tiens, qu'est-ce qu'on va faire parce que on n'y arrive pas comme ça. Avec le coach, ça se passe pas super bien. On est tous stressés sur le terrain. Ça va pas. On n'a pas confiance en nous. On n'a pas confiance dans les autres. On veut pas jouer ensemble. On est vraiment des petites îles, 11 îles sur le terrain à jouer rien que pour soi. Et parfois, je préfère moi mettre un but que de la passer au deuxième poteau pour qu'un autre la mette au fond. Et donc, on s'est rassemblés tous à la fédération un jour. Toute l'équipe, sans staff, sans membres de la fédération, et on a mis sur papier qu'est-ce qu'on reprochait au coach actuel. Et on lui a mis tout sur papier, on l'a présenté à la fédération l'a présenté au coach, et lui il a dit voilà, moi je peux pas changer tout ça parce que ça va changer ma personnalité, et donc je préfère démissionner ici. Et là, on a travaillé ensemble avec la fédération en se disant tiens, il nous faut un nouveau coach. On est en octobre 2015. Les Jeux, c'est dans 10 mois, plus ou moins. Donc, il faudra se ressaisir. Mais celui sur qui on mise, il faudra tout donner. Et donc, avec l'équipe, à l'unanimité, on a choisi pour une personne et la fédération a accepté. Cette personne, c'est le coach actuel, c'est Shane McLeod, qui devient 10 mois avant les Jeux Olympiques de Rio, le nouveau coach de l'équipe nationale, avec une autre philosophie. Et lui, il dit qu'on doit contrôler tout ce qu'on peut contrôler et laisser le reste aller. Sa philosophie, c'était « Transform this team of stars into a star team ». Donc pour lui, il avait des superstars en face de lui. C'était son premier meeting qu'il a fait. On était tous dans une salle. Il dit « Voilà, je vois il y a des superstars, mais ce que je veux, c'est que chacun atteigne son meilleur potentiel, la meilleure version de lui-même qu'il peut être, et qu'il la transpose à l'équipe. Comme ça, l'équipe se sentira bien meilleure. » Et ça nous a quand même percuté. Pourquoi? Parce qu'il a amené ce genre de choses comme le cercle de confiance. Ça a été des choses très faciles à mettre en place parce qu'il a fait des speed dating. Parce qu'avant qu'il soit là, souvent on parlait de quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Donc on faisait un petit triangle pour dire un peu du mal de quelqu'un d'autre, sans se regarder vraiment dans les yeux pour dire tiens, ça va pas. Et donc lui, il a fait des speed dating. Il nous a fait remplir des questionnaires de personnalité aussi, comme le MBTI, un questionnaire de couleurs pour voir un peu, pour se connaître nous-mêmes de meilleure manière, mais aussi les autres autour de nous. Et donc c'était quand même assez intéressant. Pourquoi? Parce que, comme je prends mon exemple, je dois positionner les joueurs sur le terrain. Il y a certains gars sur qui je peux crier. Il y en a d'autres, je dois leur dire au quart-temps ou à la mi-temps ce qu'ils font de bien ou pas bien. Et je dois être très calme parce que si
je leur crie dessus, ils vont se renfermer comme des huîtres et leur match est terminé. Ensuite, il nous a responsabilisés aussi. Il a dit que chacun avait un rôle à jouer sur le terrain. Donc, que ce soit les défenseurs, milieu, attaquants, gardiens, sur le banc, on a chacun un rôle qui est défini. Avant que ce coach arrive, qu'est-ce qui se passait? On encaissait un goal, on se mettait tous ensemble en rond, on avait 11 personnes qui parlaient, on se remettait à la même place, mais on ne savait pas quoi faire. Donc tout ça, ça a été bien clarifié. Alors ensuite, il s'est dit, on va se vendre comme un produit. Ce qu'on veut, c'est que les gens s'identifient aux Red Lions, s'identifient à nos valeurs. On veut que quand les gens viennent nous voir, ils voient un collectif, ils voient des joueurs qui s'amusent sur le terrain, qui produisent du beau hockey et qui sont fiers de ce qu'ils représentent. Et donc, on voulait vraiment que les plus jeunes comme les plus vieux s'identifient à nous. Ensuite, la mentalité qu'on avait, souvent on perdait des matchs importants, ça on allait essayer de le changer. Par tous les petits matchs qu'on fait à l'entraînement, au fitness, on va essayer de vraiment avoir cette mentalité de gagnant. Et enfin, l'unité qu'on a entre nous, donc ça va être notre force. Pourquoi? L'unité en Belgique, souvent on parle de pays un peu désunis, mais nous avec l'équipe nationale justement on réunifie ça, qu'on soit flamand, wallon, bruxellois. On joue pour une chose, c'est pour le maillot, pour ce drapeau, noir, jaune, rouge. Et on parle trois langues en Belgique, et ça, le coach, il nous a interpellé avec ça en disant, c'est quand même une super force de parler 3 langues. Pourquoi? Parce que souvent en hockey, on joue contre la Hollande, on va parler français, comme ça, eux, ils ne nous comprennent pas. Si maintenant on joue contre la France, on va parler néerlandais, tous ensemble. Comme ça, eux ne comprennent pas non plus. Si on joue contre l'Angleterre, on peut choisir entre les deux. Et bon, si on joue contre l'Inde ou le Pakistan, ça, c'est pas grave, mais au moins on a un atout sur les autres équipes. Et donc, ils commençaient à mettre en place quelques mots comme ça, très précis, sur lesquels on pouvait s'identifier. Et il nous a montré cette image de montagne. Forcément, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut arriver au sommet. Et du sommet, on veut avoir la plus belle vue possible. Mais lui, il a transformé un peu cette image en la mettant, tiens, quels sont nos problèmes? Il nous a comparé à une avalanche pour faire cette ascension jusqu'au sommet où la vue va être magnifique. Qu'est-ce qui va nous stopper? Lui, il ne voulait pas que ces avalanches arrivent. C'est ce qu'il avait vu en nous étudiant. Il voulait vraiment qu'on contrôle notre destin, que tout soit sous contrôle. Et donc, comment on allait régler les problèmes qu'il y a entre nous? Donc, par exemple, les problèmes qu'on rencontrait, c'était certaines réactions qui se reproduisaient à chaque match dès qu'il y avait un petit problème, qu'on encaissait un goal. Ce genre de réaction où les gens jettent leur stick ou commencent à vraiment insulter les autres ou bien insulter l'arbitre, ou c'est assez grave, et donc il fallait remédier à ça. La discipline aussi, on avait des problèmes de discipline. Pourquoi? Parce qu'on perdait les matchs toujours, soit en fin de quart-temps, en fin de mi-temps, en fin de match, il restait 1 minute, 30 secondes à jouer, on prenait un goal contre et on perdait le match. Et le plus dur qu'on avait à ce moment-là, c'était que à chaque fois qu'il y avait un petit caillou dans la mécanique, le team of stars, comme dit, les égos, reprenaient le dessus sur la performance collective. Et donc, il nous a classés en différentes catégories. Ici, on peut voir toutes les réactions qu'on pouvait avoir sur le terrain dès que quelque chose n'allait pas. Par exemple, il y a des gars qui ils baissent les bras, ils montrent leur langage corporel est catastrophique. Il y en a d'autres qui n'arrêtent pas d'être négatifs. Il y en a d'autres comme moi qui deviennent beaucoup plus calmes. Et donc, tout ça, c'était très honnête. On était mis par petites cases comme ça. Et tout ça est affiché pour tout le monde dans une salle où on fait nos réunions. Ce qu'il voulait, lui, c'était qu'on accepte qu'il y ait des leaders. Forcément, je pense que c'est la chose la plus dure dans l'équipe nationale. Pourquoi? Parce qu'on rassemble 25 des meilleurs joueurs de la Belgique. On les rassemble dans une équipe. Les égos sont forcément assez élevés.
Et il y a certains joueurs qui ont beaucoup de responsabilités en club, mais quand ils arrivent en équipe nationale, ils en ont un petit peu moins. Et donc, ça pourrait un peu les stresser et ils doivent faire attention à ça. Donc, le time score management, comme je dis, il y avait un problème de discipline. Tout ça, ça a été mis à plat. On savait qu'on encaissait dans les 2 dernières minutes. Il a essayé de nous faire prendre conscience dans les 2 dernières minutes, le crier sur le terrain et dire attention, c'est le moment. Les rôles de chacun ont été définis. Et donc, accepter le leadership, comme par exemple ici, chacun sait ce qu'il doit faire exactement. Chacun a le droit de faire, mais c'est très transparent. On veut une totale transparence. D'ailleurs, on ne travaille pas avec un coach mental, c'est le coach actuel qui gère cet aspect mental. Et donc, comme vous pouvez le voir, le vice-capitaine, dès qu'il y a un moment de crise dans le match, c'est-à-dire qu'on prend un goal contre, on se rassemble et c'est à lui de parler. C'est à lui de dire 3 objectifs, à nous les mettre dans la tête. Et dès qu'on retourne à notre place, il n'y a que lui qui a parlé et on a tous ça dans notre tête et c'est très clair ce qu'on doit faire sur le terrain. Donc, d'habitude, c'est le capitaine qui va parler. Mais vu qu'il n'est pas assez bon communicateur, hop, le coach a décidé que ce soit le vice-capitaine. Comme vous voyez au milieu de l'écran à droite, il y a des réservistes aussi. Leur rôle est très 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 important pour nous. Pourquoi? C'est un rôle ingrat d'être réserviste, ils sont dans la tribune, mais s'il y a un joueur qui est blessé, ils doivent répondre présent, ils doivent connaître les tactiques, ils doivent être fit physiquement, mentalement, pour pouvoir le remplacer. Mais ils doivent toujours être avec nous et dans l'espoir que personne se blesse, ils ne joueront pas. Donc c'est aussi un rôle, c'est vraiment pour clarifier ces rôles. Donc par exemple ici, on l'a fait également par unité. Ça c'est l'unité de défense. Il y avait une unité milieu et une unité attaque. Et on voit que notre core business, c'est de garder le 0. On n'encaisse pas. Du moins, on essaye. Et donc, on peut voir les rôles de chacun. Et c'est assez bien décrit. Et donc, tout ça, tout ce que je viens de vous montrer, c'est affiché sur un mur dans notre salle de réunion. Comme ça, tout le monde a accès aux informations, tout le monde peut voir ce que l'un et l'autre fait. Et ça nous a fort aidé pour mettre les gens à leur place et leur définir des rôles. Et là, c'est comment on veut être perçu par les autres. Ça, c'était une photo des Jeux Olympiques et on veut que le collectif prime avant tout, sur tout le monde. On veut montrer qu'on est fier. Quand on voit, on chante la Brabançonne, on est fier de porter le maillot, on est fier de représenter notre pays, de défendre ses couleurs. On veut impressionner aussi. On s'est entraîné dur pendant 10 mois avec ce nouveau coach. On veut impressionner, on veut montrer qu'on est là. Et que quoi qu'il arrive, on continuera à se battre. On a travaillé très dur, on est confiant, on a confiance en nous, on a confiance dans les autres autour de nous, dans le staff, dans notre préparation, dans tout le processus qu'on a mis en place pour essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et enfin, chaque fois qu'on va faire une attaque, chaque fois qu'on va refaire un match, on va être présent et on va essayer de dominer. C'est assez marrant parce que cette photo, elle a été prise au quart de finale des Jeux Olympiques. Et le quart de finale, petite anecdote par rapport à ça, c'était un quart de finale, comme je l'ai expliqué, ou une demi-finale, c'était les matchs qu'on perdait à chaque fois. Et donc le coach, il adore anticiper certains scénarios. Et ici, pour ce quart de finale, il savait que c'était le match crucial. Pourquoi? Parce que c'était souvent le match qu'on perdait. Et donc, un jour, on arrive à l'entraînement, il a dit, OK, aujourd'hui, on ne va pas s'entraîner, mais on va faire un workshop tous ensemble. Imaginez, on était 3-4 mois avant les Jeux, et il nous a dit, voilà, aujourd'hui, on a perdu le quart de finale 1-0 contre l'Inde. Pas de chance, on peut faire nos valises et rentrer chez nous. Sur le moment, on était 3-4 mois avant les Jeux Olympiques, et c'était assez spécial d'avoir ce genre de workshop, parce qu'il avait bien fait ça avec des articles de journaux, et on se projetait vraiment dans la situation. Sauf que pour lui, après ça, il nous a posé la question, tiens, imaginez, on est mené 1-0 à la mi-temps, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on change la tactique? Est-ce qu'on continue à jouer la même tactique? Est-ce qu'on change l'un ou l'autre
l'autre joueur sur le terrain. Tout ça, ça a été décidé entre nous. À la fin du meeting, en Belgique, alors, on avait décidé de continuer. Et vous me croyez ou pas, mais ce quart de finale aux Jeux Olympiques en 2016, à la mi-temps, c'est 1-0 pour l'Inde contre le cours du jeu. Et on est rentré au vestiaire et personne n'était stressé. On l'avait comme anticipé avant. Et ça nous a permis de revenir sur le terrain, de dire, OK, on garde la même structure. Ils ont eu de la chance de marquer ce goal-là, mais on a eu quelques occasions, ça va rentrer. Et donc, on a continué à jouer la même tactique et au final, on a gagné 3-1. Moi, je pense qu'une star team, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin d'être passionnée, ça c'est clair. On est dédié à jouer au hockey. On a dédié nos vies à ça, la vie de notre famille aussi. De travailler dur, d'être motivé. Mais la plus grande chose qu'on s'est mis en tête, c'est qu'on a des objectifs élevés. Avoir une médaille aux Jeux Olympiques, c'était un objectif très très élevé. Et c'est chaque fois, à chaque tournoi, c'est comme ça. On croit dans notre processus, on croit en nous-mêmes, on croit dans les autres autour de nous. Et on n'a pas peur de prendre nos responsabilités sur le terrain. Chacun a des responsabilités à accomplir. Et comme on peut le voir, la finale des Jeux Olympiques, malheureusement, on l'a perdue. Mais on était quand même assez fiers, c'est clair, parce que je pense que si on m'avait dit avant les Jeux, 10 mois avant les Jeux, tu vas avoir une médaille, ok, j'aurais signé des deux mains. Forcément, on peut le voir ici, on était tristes. Pourquoi? Parce qu'on est des compétiteurs avant tout. Est-ce qu'on a gagné une médaille d'argent? Est-ce qu'on a perdu l'or? Moi, je vois plus qu'on a perdu l'or. Mais je pense que je n'ai pas tellement perdu parce que j'ai beaucoup appris de cette finale. Mais c'est clair qu'elle a fait mal, mais aujourd'hui, je suis quand même fier d'avoir une médaille d'argent chez moi à la maison. Après, en 2013, en 2016, en 2017, on a chaque fois perdu les finales. À chaque fois, on a obtenu la médaille d'argent. Et souvent, on voyait apparaître dans les journaux, on est la génération qui n'y arrive juste pas. Et est-ce qu'on va continuer à être cette génération qui n'y arrive juste pas? Et donc, c'était le genre de titre qu'on pouvait voir dans les journaux. Donc, souvent, on voyait la Belgique écrasée par l'Allemagne ou l'heure des douloureuses conclusions pour les Red Lions. Ce genre d'article fait assez mal. Et la dernière chose que vous voyez en bas de l'écran, c'est un tweet d'un joueur australien qui venait de prendre sa retraite le premier jour de la Coupe du Monde en 2018. Et il met que la Belgique, que les Red Lions sont fragiles mentalement. Honnêtement, je lis jamais la presse en tournoi, jamais, je regarde pas souvent les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils se plantent complètement. À la Coupe du Monde, c'est vrai, on a gagné le premier match 2-1 contre le Canada. Ah, voilà, c'était 3 points qui étaient pris. Le deuxième match, on a fait 2-2 contre l'Inde en Inde. Voilà, magnifique. Et le troisième match, on est mené 1-0 après 30 secondes de jeu contre l'Afrique du Sud, mais au final, on gagne 4-1. Et on sort des poules deuxième. L'Inde était première. Ok, pas de souci. Voilà, pour nous, au sein du groupe, en tout cas, c'était parfait. Quand j'ai vu les articles dans la presse, quand je suis rentré chez moi, c'était assez spécial parce qu'ils disaient les Red Lions ne sont pas en top forme. Mais nous, ce qu'on voit dans un tournoi, les gens le voient peut-être moins, mais en tout cas, on ne le voit pas comme un petit sprint de 100 mètres. On le voit plutôt comme un marathon. Donc, on essaye de rentrer dans le tournoi et de grandir vraiment en confiance. On essaye de grandir dans notre style de jeu aussi. Parce que, en soi, les matchs qui sont importants ce sont les matchs de poule, ok, pour sortir des poules, mais après ça, chaque match, c'est un match do or die. Ok, soit on gagne, soit on rentre à la maison. Et c'est important, par exemple, un bête exemple pour nous, mais le coach, il veut toujours qu'on mange bien dès le début du tournoi, même 3 semaines avant. Pourquoi? Parce que cette quantité d'énergie qu'on aura, on va continuer à l'avoir jusqu'en finale. Et en finale, c'est là qu'on va devoir gérer nos efforts. Et donc, c'est assez amusant ce tweet de l'Australien. Pourquoi? Parce que à la fin, on est champion du monde. On est champion du monde, on y arrive, on bat la Hollande en finale, qui a été notre rival principal depuis des années. Et je me souviens, on gagne la Coupe du Monde, génial, on fait la fête forcément, mais surtout, quelqu'un de la fédération me dit, voilà, on rentre le mardi 18 décembre 2018 à Bruxelles et on est attendu à la Grand Place.
Alors là, avec les autres joueurs, on est quand même assez stressé. Tiens, est-ce il y aura peut-être 200 personnes? On ne sait pas. Tiens, qu'est-ce que ça va donner? Les Diables étaient là après la Russie et on a vu ce que c'était. C'était magnifique à voir. Il y avait que des drapeaux partout. On se disait, tiens, j'espère qu'on ne va pas faire un flop. Et on est arrivé là un mardi à midi, donc en décembre, il faisait assez froid. Et quand je suis monté sur le balcon, j'ai vu cette marée humaine, noir, jaune, rouge. Et honnêtement, ça reste le plus beau moment de ma carrière, dont je suis le plus fier aussi parce qu'on a chanté vraiment la Brabançonne dans les deux langues, avec 6000 personnes devant nous. C'était juste fabuleux. Les gens étaient fiers d'être belges, les gens étaient fiers de l'équipe nationale, les gens étaient fiers de nos couleurs. Et ça, j'ai trouvé magnifique. Et et ça, je pense que ça restera le plus beau moment de ma carrière. Moi, je suis aussi très fier de ce moment parce que après ça, on m'a dit, voilà, vous êtes le quatrième sport à passer sur le balcon. Et là, je me suis demandé, tiens, qui étaient ceux avant? Et il y a eu Eddy Merckx, Justine Henin, les Diables, et puis le hockey belge. Si je dois rappeler le hockey belge et le hockey en général, quand moi j'étais à l'école primaire, que je disais je joue au hockey, les gens disaient, ah, tu joues au hockey sur glace, il fait froid, il y a des contacts, c'est dangereux. Et chaque fois, je devais expliquer, non, non, c'est un sport, en chaussures, sur un terrain synthétique, et on joue à 11 contre 11 comme au foot. Et il n'y a pas de contact, c'est interdit. Et donc, c'est fou de voir l'évolution qu'il y a eu. Et surtout quand je vois aujourd'hui, le mercredi, le samedi, le dimanche, les jeunes sur leur vélo avec leur stick de hockey pour aller au terrain, je me suis dit, là, on a inspiré quand même des gens. Okay? Tout le monde connaît le hockey aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas être plus fier que ça. Et donc, voilà comment on parle dans la presse aujourd'hui des Red Lions. Forcément, on est les meilleurs, c'est historique. On est la première équipe à avoir gagné une Coupe du Monde pour la Belgique. Ça fait plaisir à voir comparé aux autres titres qu'on a pu voir précédemment. Et en 2019, on est devenu champion d'Europe, ici en Belgique, où les attentes forcément du public étaient énormes, mais également les attentes de la fédération, parce qu'on organise un tournoi en Belgique, on veut vraiment le gagner. Mais bon, c'est pas comme si les Red Lions montent sur le terrain et tout va bien se passer, non, il y a beaucoup de travail derrière. Et c'est pas simplement 18 joueurs qui sont en rouge sur cette photo, mais c'est vraiment tout un staff aussi qui est derrière cette équipe, toute une fédération, tout un public aussi, un pays. Pourquoi? Parce qu'en demi-finale, on était malmené contre l'Allemagne et au final, on gagne. On était mené 2-0 à la mi-temps et on gagne 4-2, mais grâce à ce public qui nous a soutenus. Honnêtement, là, il a joué son rôle de 12e homme. Donc c'était 2018, champion du monde, champion d'Europe en 2019. Malheureusement, 2020, il y a eu une surprise avec le coronavirus et les Jeux ont été postposés. J'étais super content, je vais dire ça comme ça, qu'ils étaient postposés et pas annulés. Ça a été important pour nous, forcément. Ça a été dur à encaisser sur le moment, mais je pense que à ce moment-là, on était en confinement et quand on voyait la presse internationale et la presse belge, ben, c'était la meilleure chose à faire parce que c'était dramatique ce qui se passait dans le monde entier. Donc, pendant cette période de confinement, pendant cette période de lockdown, donc il fallait quand même garder les joueurs actifs. On se voyait plus ou très rarement parce que c'était pas autorisé. On devait quand même garder un physique irréprochable. Donc on avait des séances individuelles à faire de course, mais on ne pouvait pas toucher à notre stick de hockey. Après ça, ça a été autorisé de retourner sur le terrain, mais on a dû revoir le planning d'entraînement. Pourquoi? Parce qu'on a dû faire 3 groupes de 9 personnes avec des distances de sécurité sur le terrain. C'était chouette parce qu'on se revoyait, mais il manquait quand même quelque chose comparé à ce qu'on était habitué à faire. Pendant cette période de lockdown, on restait chez nous avec nos familles et pour garder le contact, on avait souvent des conférences Zoom ou ce genre de choses. Et le coach, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une chasse au trésor. C'était génial parce qu'on pouvait le faire en courant ou en marchant. Pour ceux qui avaient des enfants comme moi, ben, on pouvait sortir de chez nous et on devait trouver une voiture de police, une maison bleue, un chiffre. Et donc, il a quand même gardé l'interaction entre nous. C'est clair qu'il fallait être assez inventif à ce moment-là, mais ça nous permettait, pour ceux qui couraient, de rester quand même
en bonne forme physique, mais aussi pour ceux qui avaient des enfants de pouvoir rester en contact avec l'équipe et pas de rester chez soi. Et ça nous a quand même super fort soudés. Après, il a réalisé un peu un master chef, je vais dire, et donc chacun devait préparer un plat et juste dire tous les ingrédients qu'il y avait dedans, et lui, il le refaisait à la maison. C'était assez comique d'ailleurs, pour avoir le goût. Et sinon, c'était juste jugé au visuel. Mais tout ça, c'était pour nous garder en contact. Et donc, euh, tout ça, ça nous a permis de rester en contact. Pourquoi? Parce que on se voit très très souvent avec l'équipe nationale. On se voit 4 à 5 fois semaine, pendant toute l'année. Et donc, on a un système entre nous de valeurs d'équipe, mais aussi de contrôle social. Et c'est ce qui a été mis le, le plus dur à contenir, c'était ce contrôle social. Pourquoi? Parce qu'on voyait certaines choses dont on n'était pas habitué de certains joueurs de l'équipe nationale qui postaient sur Instagram ou sur les réseaux sociaux et que ça plaisait pas à tout le monde. Et donc, souvent, quand quelqu'un s'égare un peu du chemin, les autres ont le droit de lui dire, tiens, non, ne fais pas ça, reviens sur le droit chemin et on continue ensemble. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a été mis à rude épreuve, mais qu'on a su bien gérer. On doit contrôler ce qu'on peut contrôler. Forcément, on arrive à contrôler notre bulle des Red Lions. Quand on s'est réentraîné, on a contrôlé tiens, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. On a fait 3 groupes de 9 joueurs avec des distances de sécurité. Tout ça a été mis en place par le staff de l'équipe nationale pour permettre de garder notre niveau, de garder un aspect de hockey, pas juste d'aller courir. Et le coach aussi nous a invités à remplir nos objectifs personnels, mais aussi nos objectifs collectifs. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Ok, les Jeux, c'est dans 1 an. C'est difficile de se projeter. On était vraiment dans une spirale positive après 2018-2019. Mais voilà, on doit repousser les échéances. Et donc, il nous a conscientisé aussi sur, tiens, pourquoi on fait tout ça? Quelle est notre motivation intrinsèque qu'on a au fond de nous? Pourquoi on fait tous ces sacrifices? Et il a essayé de vraiment nous mettre ça dans la tête par interface interposée et pour nous garder sur le droit chemin et de continuer à aller de l'avant. Parce que forcément, il y avait certains joueurs qui avaient du mal à gérer leurs sentiments par rapport à ce déplacement des jeux. Donc, tout ça, on a essayé de le contrôler du mieux qu'on pouvait. Comme je disais, le contrôle social, ça a été la chose la plus dure à contrôler pour nous et de garder nos valeurs intactes. Pour moi, en tout cas, je vois cette flamme, on peut croire que c'est une flamme olympique, mais c'est juste une flamme et je la compare à quelque chose que je tiens dans la main. Pendant toute ma carrière, je la tiens dans la main et j'aimerais bien montrer la faire étinceler de 1000 feux, honnêtement, parce qu'un jour, je vais devoir pas l'éteindre, mais la donner à quelqu'un d'autre. Et j'espère que ce quelqu'un d'autre, ce sera un autre joueur, un autre gardien qui va porter ce maillot de l'équipe nationale, ces couleurs de l'équipe nationale, le plus haut possible. J'espère qu'il va mettre encore plus, ajouter quelques étoiles, c'est-à-dire qu'on devient champion du monde, ajouter quelques lignes au palmarès des Red Lions pour continuer ça. Et ici, on dit as a coach, mais je pense que ça pourrait être as a player. It's not about how many championships or titles you have won. It's about how many lives you have impacted and influenced. Et je pense aussi pour un chef d'entreprise, un manager ou un project manager, je pense que c'est quelque chose. En tout cas, chez moi, ça résonne très fort. On gagne des choses ensemble, c'est clair. Mais sur la montagne, quand on gagne, on est tout en haut. On est tout en haut du sommet. Et le plus important qu'on a eu, que je trouve dans ma carrière, c'est les gens que j'ai rencontrés, les gens qui ont influencé un petit peu ma vie, à gauche, à droite. Tiens, aujourd'hui, le coach actuel, c'est clair, il a fort influencé ça. Il influence un peu mes décisions, comment je les prends. C'est quelque chose qui m'a aidé à aller de l'avant. Et c'est pas forcément de gagner à la fin qui est important. C'est vraiment, je trouve que c'est de donner confiance aux gens autour de nous, de les valoriser
de faire en sorte qu'ils se sentent bien et qu'ils arrivent, les aider à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, d'atteindre cette meilleure version d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que en soi, c'est ce qu'on a tous envie, c'est d'être une meilleure personne. Et donc, voilà, je vais terminer ici. Je vous remercie tous. J'espère que ça a été intéressant et j'espère à très bientôt. Merci Vincent pour ce témoignage. Bien évidemment, je ne vais pas te laisser partir sans tirer quelques pénaltys, hein, quelques questions que je vais te poser. Mais avant de te poser ces différentes questions, je tiens sincèrement à nous excuser auprès de nos clients qui sont présents pour le démarrage un peu laborieux de ce webinaire, puisqu'on a connu quelques petits problèmes de son, c'est évidemment les aléas du direct, mais heureusement, on n'a pas dû mettre la mire que nous avions préparée en réserve et on a pu rattraper en quelque sorte le fil conducteur de ce webinaire. Donc maintenant, Vincent, je vais passer au tir au but. Hein. La première question que j'ai reçue de la part d'un entrepreneur, c'est finalement quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs en difficulté suite à cette crise actuelle? Donc en effet, c'est pas facile la crise qu'on vient de vivre pour un bon nombre d'entrepreneurs. Je pense qu'il faut se serrer les coudes. Faut pas avoir peur d'en parler, en tout cas avec ses collaborateurs, ses employés. Je pense que aujourd'hui, on fait des choses bien en Belgique. On a beaucoup de secteurs intéressants et je pense qu'on devrait miser plus de par chez nous, sur les acteurs dans notre pays qu'à l'étranger. Je pense que ça serait à l'avenir, en tout cas, j'ai l'impression, quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut continuer à faire. Et je pense qu'il faut se serrer les coudes avant tout et s'entraider. Je crois que, ouais, en tant qu'entrepreneur, forcément, c'est pas facile, mais je pense qu'il faut aussi être ouvert et pas garder ça pour soi et le communiquer aux gens autour de nous avec qui on prend les décisions et pas avoir peur en soi de se mettre à nu devant les autres. Je pense que ça doit rester transparent. C'est un peu comme avec les Red Lions. Si moi je vais pas bien, bah, je vais devoir en parler au coach et c'est lui qui va devoir me sélectionner après. Et je pense que ça nous fait fort avancer. Une deuxième question que je peux lire concerne la perte d'une personne clé dans une entreprise. Hein. Tu as certainement, j'imagine, eu le cas dans ton équipe où une personne était absente ou avait une grave blessure. As-tu déjà vécu cela et comment vous l'avez anticipé finalement au sein de votre équipe? On l'a vécu dans une finale avec mon club, une finale de l'EHL. L'EHL, comme je disais avant, c'est la Champions League du hockey. On pensait jamais être en finale et malheureusement en finale, après 5 minutes de jeu, un de nos meilleurs joueurs se blesse, déchirure et ne peut plus revenir sur le terrain. Cette partie-là, on l'avait pas anticipée, mais peut-être inconsciemment, on l'a anticipé parce que je pense que si on met... Là, on était 18 joueurs sur le terrain, ben, il nous en restait 17. Et ces 17-là ont fait un travail énorme pour combler la perte de ce joueur. Et donc, vraiment, la solidarité a pris le dessus sur les autres. Ça a été anticipé inconsciemment parce qu'on savait très bien ce que ce joueur nous apportait, on savait très bien ses qualités, ce qu'on lui demandait dans notre tactique. Et donc, il y a un autre joueur qui a dû prendre son rôle. Mais ça a été pas si simple, mais il a pris son rôle parce qu'il connaissait bien le rôle que ce joueur avait à faire. Et donc, il l'a remplacé du mieux qu'il pouvait, avec peut-être un peu moins de qualité, mais les autres joueurs ont haussé leur niveau de 5 à 10% autour de lui pour le permettre de performer au plus haut niveau. Et de combler ce manque alors et cette perte de ce joueur.
Merci. Une autre question. Tu as parlé beaucoup d'esprit d'équipe au sein de ton team, hein, que ce soit en équipe nationale ou dans l'équipe de club dans laquelle tu joues. Si tu devais donner un ou plusieurs conseils aux entrepreneurs présents sur comment renforcer finalement l'esprit d'équipe dans une entreprise au sein d'un bureau, au sein d'un plateau, quel serait-il? Nous, on a fait des choses assez simples parce que souvent, on voit que c'est toujours un problème de communication entre les gens, surtout en Belgique, je vais dire. On n'ose pas vraiment, on tourne souvent autour du pot pour dire, tiens, qu'est-ce qu'on ressent? Et je pense que nous, avec l'équipe nationale, en tout cas, on a fait des choses très basiques. Comme je disais, le speed dating, ça a été très simple, mais ça a été deux joueurs qui se disent, tiens, voilà ce que j'aime chez toi, voilà ce que j'aimerais bien que dans ce domaine-là, tu devrais t'améliorer et ça, tu devrais arrêter de faire. Et ça a été quand même très transparent. Ça a été transparent parce que ça a été constructif et plutôt productif que juste démonter l'autre en face. Merci pour cette excellente présentation. Je pense qu'on a pu voir au travers de ton exposé les différents parallélismes qu'on peut faire entre le monde sportif et le monde de l'entrepreneuriat. J'en ai relevé quelques-uns, hein. Je parle de la gestion des échecs, tu l'as beaucoup abordé, donc la résilience en quelque sorte, le fait de se remettre en question, de se réinventer, de s'ouvrir aux autres. Hein, la culture de feedback est quelque chose qui est je pense, dominant dans ton exposé. L'anticipation, hein. J'aime bien la phrase de ton coach qui dit qu'on doit au maximum contrôler tout ce qu'on a le pouvoir de contrôler. Évidemment, une équipe se construit grâce à un esprit d'équipe, ça c'était inévitable. La culture de la performance, on sent que tu l'as toi individuellement et que cette culture s'est transformée et est devenue inhérente au sein du team belge. Le risque, hein, la capacité je dirais, de pouvoir l'atténuer au maximum. C'est également un facteur qui est important dans le monde de l'entreprise, hein, puisque j'imagine que chaque entrepreneur tente de les gérer au mieux, mais comme on le voit avec l'exemple de la pandémie, tous ne sont pas prévisibles. Bref, il y en a encore bien d'autres que je n'ai pas noté, mais j'ai trouvé ça évidemment très instructif. Alors, pour conclure, ING a évidemment l'ambition de vous aider en tant qu'entrepreneur à avoir une longueur d'avance. J'espère que ce webinaire vous a donné quelques sources d'inspiration qui vous permettront d'atteindre, à l'instar de l'équipe nationale belge, des sommets ou de très grands résultats. Et donc, je tiens sincèrement à vous remercier de votre présence à une heure tardive, hein. J'espère que vous allez pouvoir profiter aussi de notre colis apéritif. Sachez que dans les prochains jours, nous allons vous envoyer un petit questionnaire d'évaluation. C'est toujours très sympathique si vous pouviez prendre quelques minutes de votre temps pour y répondre parce que, évidemment, ça nous permet de nous améliorer et ça nous permet aussi d'adapter les sujets qui correspondent au mieux à vos besoins. On a voulu faire un peu ici quelque chose de différent. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous, et encore à toi Vincent, un tout grand merci et merci de votre participation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.